Une mère a disparu sans laisser de traces alors qu'elle était allée acheter du poulet frit. 3 ans plus tard, son fils a découvert quelque chose d'étrange dans la réserve d'un McDonald's et a immédiatement appelé la police. À partir de ce moment, une horrible vérité, enfouie depuis des années, a refait surface, provoquant une onde de choc dans toute la ville. Maman est-elle de retour? Oncle Thomas, la voix de Noah était douce, comme le vent qui s'infiltre par la fente d'une porte. Il se tenait près de la fenêtre, serrant une petite voiture en plastique rouge dans une main, la joue pressée contre la vitre froide. Dehors, le lampadaire projetait de longues ombres sur les feuilles d'érable sèches qui ondulaient au vent. Thomas leva les yeux d'un vieux magazine, la lampe de bureau éclairant un visage fatigué et creusé après 3 semaines passées à veiller sur les enfants de sa sœur. Il était le frère aîné de Megan, vivant temporairement avec elle et ses enfants après la rupture de son mariage. Plombier saisonnier de métier, Thomas était venu de Détroit pour donner un coup de main à Megan chaque fois qu'elle travaillait de nuit. La vie n'était pas facile, mais elle comportait une certaine chaleur, nourrie de petites routines, dîner ensemble, histoire avant de s'endormir, et attendre tranquillement le bruit des pas de Megan dans le couloir. Il jeta un coup d'œil à l'horloge murale. Elle devrait bientôt rentrer. La queue était peut-être longue ce soir, murmura-t-il, même s'il percevait le doute dans sa propre voix. Le tic-tac emplissait le silence, chaque clic devenant plus fort en l'absence de conversation adulte. Megan avait quitté la maison à 19h40, juste un court trajet en voiture pour aller chercher le poulet frit préféré de ses enfants au McDonald's, à environ 5 minutes de là. Mais il était maintenant 20h30. Près d'une heure s'était écoulée. Megan avait enfilé son manteau gris argenté, soigneusement attaché ses cheveux et s'était penchée pour embrasser ses enfants sur le front. Noah se souvenait encore de la légère odeur de son parfum. Lila, 2 ans, jouait avec une cuillère en plastique à ce moment-là, bredouillant des choses incompréhensibles. Megan avait chanté joyeusement, « Sois sage pour tonton Thomas, mon chou. Je vais juste chercher du poulet et je reviens tout de suite. » Les yeux de Noah avaient brillé lorsqu'il avait répondu, « Oui, le croustillant, comme tu aimes. » Thomas, à l'évier en train de faire la vaisselle, avait doucement crié, « Dépêche-toi, on dirait que le temps change. » Lorsque Megan quitta l'appartement du 2e étage, l'air était encore frais et sec. Elle traversa 3 pâtés de maison sous la douce lumière des lampadaires avant de s'arrêter à l'épicerie d'Accent Grave Côté pour acheter du lait pour Lila. Les images de vidéosurveillance la montrèrent entrer à 19h51, vêtue de son manteau gris, les cheveux relevés en chignon haut. À partir de ce moment-là, aucune autre image de Megan ne fut enregistrée. À 21h, Noah était toujours assis près de la fenêtre. Il avait cessé de poser des questions, mais son regard n'avait pas quitté le trottoir en contrebas. Thomas sentit un malaise grandissant. Il se leva de sa chaise et arpenta la pièce comme un tigre en cage. À 21h15, il appela Megan. Le téléphone sonna 4 fois, puis se tut. Il recomposa le numéro, mais un message automatique apparut, « Le numéro que vous avez composé est actuellement injoignable. » Thomas se tourna vers la porte d'entrée. L'imperméable de Megan y était toujours accroché, ses bottes en caoutchouc intactes, par terre. Il sortit son téléphone et appela la police. Ma sœur est sortie chercher à manger vers 19h30. Il est presque minuit et elle n'est toujours pas rentrée. Son téléphone est éteint, personne ne l'a vue au McDonald's et la voiture n'est pas revenue. J'ai peur qu'il se soit passé quelque chose. La voix du répartiteur était calme, presque scénarisée. Quel âge a-t-elle? 29. Avez-vous des antécédents de troubles mentaux ou de désorientation? Elle est responsable ou elle a 2 jeunes enfants qui dorment dans l'autre pièce, monsieur. La loi ne permet pas de considérer un adulte comme disparu avant 24 heures, sauf en cas de signes évidents de violence. Tu me dis que je suis censé rester assis ici toute la nuit sans m'inquiéter? Je comprends votre inquiétude, monsieur, mais nous devons suivre le protocole. Thomas raccrocha sans un mot. Il retourna au salon et vit Noah profondément endormi sur le canapé, toujours serré contre l'oreiller de sa mère. Les yeux du garçon étaient gonflés par le manque de sommeil et un chagrin qu'il ne savait pas encore nommer. Dehors, le bruit régulier de la pluie tambourinait contre l'auvent comme un esprit invoqué. Le lendemain matin, la police a rappelé. La voiture de Megan avait été retrouvée sur le parking du McDonald's, à quelques pas de l'entrée. Les portes étaient verrouillées. Son sac à main et son téléphone avaient disparu. Les images de vidéosurveillance du restaurant montraient qu'aucune personne correspondant à sa description n'y était entrée. Un agent plus âgé a parlé au téléphone. Je comprends votre inquiétude, mais à ce stade,
nous n'avons constaté aucun signe évident de danger ou d'acte criminel. Il n'est pas rare que des adultes partent pour des raisons personnelles, cela peut paraître étrange, mais nous avons déjà vu ce genre de situation. Thomas resta figé, puis parla, chaque mot étant froid et précis. Elle est allée acheter du poulet et n'est jamais revenue. Personne ne va acheter du poulet et laisse 2 enfants endormis derrière lui. Sa voix était rauque, pas furieuse, mais usée, comme si chaque respiration lui serrait la poitrine. Il quitta le poste avec un avis de disparition qui ne promettait rien, juste une formalité, une reconnaissance discrète que Megan avait disparu et que personne au monde ne trouvait utile de l'arrêter. Il commença à chercher arpentant les rues que Megan avait pu emprunter, interrogeant les vendeurs de supérettes, demandant aux voisins des images de surveillance, mais personne ne se souvenait de rien. Pas un seul témoin, pas une trace. C'était comme si la pluie de cette nuit-là avait tout lavé. Des semaines plus tard, après que chaque appel soit resté sans réponse et que l'espoir se soit mué en silence, Thomas n'eut d'autre choix que de ramener les enfants à Détroit. Mais dans son esprit, cette porte ne se referma jamais vraiment. Personne n'aurait pu deviner que 3 ans plus tard, l'endroit même où elle avait disparu révélerait un secret que personne n'avait jamais dit à voix haute. Dimanche matin, le ciel était couvert, le brouillard recouvrait les toits et des traces de pluie s'accrochaient à la balustrade en bois, ruisselant doucement sur le porche. Le bruit des bus scolaires ne résonnait plus comme il y a 3 ans. L'érable devant la fenêtre de la chambre de Noah avait dépassé la hauteur de la maison, mais affichait encore le jaune délavé de l'époque où Megan était là. 3 ans s'étaient écoulés. Noah avait 8 ans maintenant, plus calme que jamais, même tout petit. Il ne savait pas encore lire, ne pleurait pas, ne souriait pas et ne demandait plus de nouvelles de sa mère. Lila touchait souvent la photo de sa mère sur la table à manger et demandait « Où est maman, tonton ?» Elle revient. Thomas ne répondit pas. Il lui attacha simplement les cheveux, posa le repas sur la table et lui rappela « Mange, ma chérie ». Il vivait dans une vieille maison de location à la périphérie de la ville, où Thomas trouvait tous les petits boulots possibles, plombier, réparateur de chauffage, livreur de pizza le week-end. La vie n'était pas vraiment pauvre, mais elle était toujours tendue, aussi tendue qu'une corde de guitare. Plus personne en ville ne parlait de Megan. Le temps avait passé et les conversations sur le porche passaient de la sympathie à l'indifférence. L'information avait évolué, et les nouveaux arrivants ignoraient l'histoire. En ligne, le message concernant la personne disparue ne comportait plus qu'une poignée de commentaires anciens et épars. Seuls Thomas et les 2 enfants entretenaient la flamme, vacillant comme une bougie dans l'orage. Un après-midi, après l'école, l'institutrice de Noah, mademoiselle Karen, attendait Thomas à la grille de l'école. C'était une femme d'une 40aine d'années, les cheveux soigneusement attachés, et le regard attentif à ses élèves. « Thomas, je voulais parler de Noé, dit-elle. » Thomas posa une main sur l'épaule de Noah. « Que se passe-t-il, mademoiselle Karen ?»« C'est un bon garçon, il ne prend pas de retard en classe. »« Je sais. Mais il ne parle à personne, ne se fait pas d'amis. Il reste souvent assis au fond, à regarder par la fenêtre. Je ne dis pas qu'il a besoin de changer du jour au lendemain, mais peut-être a-t-il besoin de quelqu'un qui l'écoute. » Thomas hocha légèrement la tête. « Merci. Je vais le surveiller. » Ce soir-là, Thomas laissa la lampe de bureau allumée et s'assit pour noter les tâches du lendemain. Noah s'assit près de la fenêtre, comme tant de nuits auparavant, attendant qu'une porte s'ouvre enfin. Il ne dit pas un mot, tenant simplement le vieux sweat à capuche de sa mère dans ses bras. En passant devant la pièce, Thomas vit Noah presser son visage contre le tissu doux, ses petites épaules tremblantes. On n'entendait aucun sanglot, seulement le léger bruissement du coton pressé par de petites mains. Thomas resta figé si longtemps qu'il en oublia de respirer. Finalement, il murmura « Ça sent toujours maman ?» Noah hocha la tête sans lever les yeux. Thomas le regarda un long moment, puis dit doucement « Garde-le près de toi », comme si elle te serrait dans ses bras. Le lendemain matin, un petit titre dans la rubrique locale fit s'arrêter Thomas au milieu de sa gorgée de café. Le McDonald's de la rue East Maple Branch numéro 12 fermera pour une rénovation intérieure complète, la démolition des anciens équipements est prévue au cours des 2 prochaines semaines. C'était l'endroit où Megan avait disparu, l'endroit où Thomas n'avait toujours pas osé revenir. Noah entra dans la cuisine, les cheveux en bataille, les yeux rivés sur son verre de lait comme s'il avait besoin d'en tirer quelque chose. « Maman est toujours là », dit-il d'une voix douce comme un souffle. Thomas posa sa tasse. « Que as-tu dit ?» Noah soutint le regard de son oncle, sans broncher, « Elle n'est pas partie. » Ces mots le frappèrent comme une pierre,
réveillant des souvenirs que Thomas pensait avoir enfouis. « Tu veux y aller ?» demanda Thomas. Noah acquiesça aussitôt. « Je veux te dire au revoir. » Le lendemain, sous un ciel bas et couvert, le parking du McDonald's était silencieux sous une fine couche de poussière. Un panneau collé sur la porte vitrée indiquait « Fermé temporairement ». À l'intérieur, la salle était sombre, comme une pièce oubliée. Thomas conduisit Noah et Lila jusqu'à l'entrée des employés, au fond. La porte déverrouillée s'ouvrit en grinçant sur un débarras où la poussière se mêlait à l'humidité, et où flottait une lourde odeur de vieux plastique et d'huile de machine. Noah fit lentement le tour de la pièce, scrutant chaque recoin du regard, jusqu'à ce qu'il s'arrête devant un panneau de bois affaissé au sol. Il resta immobile, puis se tourna vers Thomas et murmura « Il y a quelque chose là-dessous ». Fronçant les sourcils, Thomas s'agenouilla. Les bords du panneau étaient ébréchés, les vis desserrées. Il sortit un petit tournevis de sa poche et commença à retirer les fixations une à une. Une odeur de moisi montait de l'espace sombre sous le panneau. Un étroit trou, profond d'environ 1,50 m, s'ouvrait dans le sol. Thomas recula, entraînant les enfants derrière lui. Interloqué, il sortit son téléphone et appela la police. À l'arrivée des policiers, un jeune agent a braqué sa lampe torche sur le trou. Thomas tenait Lila d'un bras, l'autre main serrée autour du téléphone. Au moment où il allait parler, Noah s'est avancé, tremblant de la tête aux pieds. Le garçon a pointé le doigt vers le bas, les larmes coulant silencieusement. Ma mère est là-bas. » Le rayon de l'officier s'étendit plus profondément et atterrit sur quelque chose, une chemise d'uniforme rouge impeccablement pliée, sans poussière comme si elle avait été placée quelques instants plus tôt. Le nom, Megan Dorsey, était brodé au-dessus de la poche, et en dessous, une tache sombre couleur rouille évoquait du sang ancien. Thomas tomba à genoux, enlaçant les deux enfants d'une étreinte suffocante. Depuis 3 ans, personne n'avait parlé. Seuls des pleurs étouffés emplissaient la pièce froide et bétonnée. Des empreintes de pas fraîches dans la poussière sous le panneau témoignaient que cet endroit n'avait pas été épargné depuis la disparition de Megan. Dehors, la lumière du début de l'automne commençait à filtrer à travers la rangée d'entrepôts abandonnés, mais le vent apportait une fraîcheur persistante. Un ruban jaune flottait, scène des crimes interdiction des traversées. Des empreintes de pas se pressaient dans la poussière du sol, l'odeur de moisi flottait encore. De retour au département de police du comté de Lakewood, les résultats d'analyse ont confirmé que l'ADN de la chemise correspondait parfaitement à celui de Megan Dorsey. L'affaire n'étant plus une affaire de disparition, elle a été officiellement rouverte en tant qu'enquête criminelle. Le lieutenant Bannon, qui avait traité le dossier initial, soupira en feuilletant les pages jaunies et cassantes. « On n'aurait pas dû le clore si tôt », murmura-t-il. Il n'était plus responsable du dossier, c'était désormais l'enquêtrice Karen Bell, du bureau d'État, qui en était responsable. Karen Bell, 51 ans, ancienne agente du FBI spécialisée dans les affaires non résolues, arriva le lendemain matin. Les traits anguleux et les cheveux grisonnants attachés bas, sa patience glaciale ne laissait place ni au bavardage ni aux intuitions, seulement aux faits. Dans l'entrepôt abandonné, elle se tenait au-dessus de la fosse scellée, notant méthodiquement chaque détail, le liquide rouge séché, l'absence de traces de frottement, la possibilité que Megan ait été tuée et enterrée ici. Thomas fut invité à réitérer son témoignage dans une salle d'interrogatoire austère, la lumière froide projetant des ombres sur son visage buriné. Sa voix était rauque d'émotion lorsqu'il raconta comment, 3 ans auparavant, personne n'avait cru à un événement sinistre. Il disait qu'elle avait peut-être besoin d'espace, que c'était une affaire personnelle, se souvint-il. Mais elle ne laissait jamais son enfant sans un mot. Karen écoutait sans interrompre, prenant des notes avant de demander « Aviez-vous des soupçons sur quelqu'un à ce moment-là » Ricky Hale, le responsable de l'équipe de nuit, répondit Thomas sans hésiter. Il avait des problèmes avec Megan, il lui mettait la pression, la dénigrait auprès de ses supérieurs. Un jour, elle a plaisanté, « S'il m'arrive quelque chose, cherche d'abord Ricky. » J'ai ri sur le coup, mais maintenant, ce n'est plus drôle. Karen a noté le nom de Jenna, une collègue, sur sa liste et a dessiné un vieux tableau du personnel indiquant le dernier quart de travail de Megan. Plus tard, Jenna est arrivée pour l'entretien. Les yeux cernés et se tordant nerveusement les mains, elle a confirmé la tension entre Megan et Ricky. Ils se disputaient beaucoup, a-t-elle admis. Un jour, j'ai trouvé Megan en pleurs derrière les étagères. Elle a dit que Ricky l'avait menacée. L'histoire était loin d'être terminée. Elle disparaîtrait d'ici pour toujours si elle ne se mêlait pas des affaires de la direction. Karen s'arrêta d'écrire, son regard rivé sur Jenna.
Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? J'avais peur, murmura Jenna, la voix tremblante. Ricky était proche du shérif à l'époque. Je n'étais qu'une employée à temps partiel. Je ne pensais pas. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Karen hocha légèrement la tête. Dans son esprit, une chronologie commençait à se dessiner, mais elle ignorait encore que les étapes qu'elle franchissait maintenant mèneraient à quelque chose de bien plus grand, une vérité soigneusement enfouie depuis 3 ans, attendant simplement que la bonne personne la découvre. La nuit tomba plus vite que d'habitude. Dans une petite maison nichée à la périphérie sud de la ville, Ricky et il étaient assis devant une télévision silencieuse, sirotant sa 3e bière. Devant la fenêtre, le lampadaire projetait une lumière terne sur l'herbe haute et non tondue, illuminant les taches de peinture écaillées sur les murs. Il vivait seul au pas de chien, pas de chat, pas de visiteurs. Les seuls bruits étaient le léger tintement de la canette de bière sur la table et le faible soupir d'un homme à la fois fatigué et alerte. Ricky n'avait pas allumé les lumières principales, ne laissant apparaître que la faible lueur jaune provenant de la cuisine. Son ombre s'étendait sur le parquet usé, déformé et mal à l'aise. L'enquêteur Bell n'avait pas appelé avant. Elle s'est présentée à 7h20, accompagnée d'un policier local, et a frappé doucement. Ricky a entr'ouverte la porte, les sourcils froncés. Son visage était bronzé, son rasage irrégulier, et ses yeux semblaient constamment prêts à s'enfuir. « Monsieur Hale, je suis l'enquêteur Bell. Nous avons besoin de votre coopération pour une vieille affaire, Megan Dorsey. Vous vous souvenez d'elle ?» Ricky jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, comme s'il craignait que quelqu'un l'écoute. Il hocha la tête, puis ouvrit la porte plus grand. Il boitait légèrement, Karen le nota mentalement. À l'intérieur, la maison était en désordre. Une odeur de moisi se mêlait à celle de nourriture avariée. Des cadres étaient accrochés de travers au mur, certains avec des vitres fissurées qui n'avaient pas été remplacées. Sur la table, un paquet de cigarettes presque vide et un flacon de somnifère. Karen resta debout et ouvrit son carnet. Il y a 3 ans, vous étiez responsable de l'équipe de nuit chez McDonald's. C'est bien ça? Oui, dit Ricky en marquant une pause. Mais je ne travaillais pas ce soir-là. Nous avons toujours les feuilles de présence, répondit calmement Karen. Tu étais là. Il haussa les épaules. Il y a peut-être eu une confusion. J'ai changé mes horaires avec les enfants. As-tu déjà eu des conflits avec Megan? Juste quelques disputes. Des trucs normaux au travail. Karen l'observa. Certains collègues disent que tu as haussé le ton, que tu l'as même menacé. Ils mentent. Je n'ai rien fait. Sa voix se crispa et ses yeux se détournèrent. Karen remarqua une légère cicatrice sur son poignet droit, une égratignure guérie depuis longtemps. D'où vient-elle? Demanda-t-elle. Je suis tombé en jardinant, murmura-t-il. On se blesse facilement. Karen n'ajouta rien. Elle hocha simplement la tête et demanda à consulter ses anciens relevés de paix. Ricky parut agacé, mais ne protesta pas. En partant, elle jeta un coup d'œil en arrière, un vieux cadre photo était posé à l'envers sur son bureau. Elle ne posa pas de questions à ce sujet, pour l'instant, il y avait des pistes plus urgentes. De retour au poste, Karen était assise seule dans la salle d'archivage des données. Elle alluma le projecteur et rembobina les images de la caméra de sécurité de la zone de stockage technique, l'ancien modèle qui était censé être hors service. Une image granuleuse apparut à 21h12. Un homme entra dans la salle de stockage, son visage était invisible, mais sa démarche boiteuse et la coupe de sa veste correspondaient parfaitement à la description de Sandra, Ricky Hale, présent cette nuit pluvieuse. Karen repassa la vidéo plusieurs fois. À chaque pause, elle notait chaque geste, chaque pas, la distance exacte parcourue. Les seuls sons étaient le faible bourdonnement du projecteur et le léger frottement de son stylo sur le papier. Un homme. Une pièce. Un secret qui dormait depuis 3 ans. Le lendemain matin, Karen se rendit à l'ancienne salle des archives. L'odeur du vieux papier flottait encore dans l'air, et des rayons de soleil illuminaient les particules de poussière dansantes au-dessus des classeurs métalliques. Elle ouvrit le 3e tiroir et feuilleta les fiches de présence, s'arrêtant à celle du 7 octobre, la nuit de la disparition de Megan. Le nom inscrit sur le registre était clair, Ricky Hale, arrivé à 17h, sorti à 20h45. L'encre était impeccable, sans trace de falsification. Pourtant, les images de vidéosurveillance prouvaient le contraire. À 21h12, Ricky était toujours sur place, portant le même manteau et boitant toujours.
S'il avait pointé à 20h45, comment aurait-il pu se retrouver dans une zone interdite près de 30 minutes plus tard? Quelqu'un l'avait-il aidé à dissimuler son erreur? Était-ce une erreur involontaire, ou délibérée? Son doigt glissa jusqu'à la colonne de vérification. Le nom à côté de la signature de Ricky indiquait Sandra Long, membre du personnel administratif. La dernière note de Sandra dans le dossier adjacent indiquait « Démission effective le 8 octobre », soit un jour seulement après la disparition. Quelqu'un a signé son licenciement et a quitté son poste le lendemain. Trop beau pour être une coïncidence. Karen a entouré le nom de Sandra en rouge sur sa liste d'entretien. Cette femme était peut-être la dernière pièce manquante, ou la seule à se souvenir vraiment de ce qui s'était passé cette nuit-là. Sandra avait prétendu être partie parce qu'elle avait déménagé, mais sa nouvelle adresse n'était qu'à 15 minutes de chez elle, et dans sa déclaration d'il y a 3 ans, elle n'avait jamais mentionné avoir signé le licenciement de Ricky. Que savait-elle? Et que cachait-elle? Plus tard dans la matinée, les néons de la salle de réunion du 2e étage du service de police de Lakewood brillaient d'une lumière froide et métallique. Des chaises en fer étaient serrées les unes contre les autres, et l'air était lourd de silence. Au mur, un tableau blanc affichait le tableau du personnel du McDonald's du centre-ville, chaque visage étant marqué d'une annotation rouge. Karen Bell se tenait au bout de la table, un dossier imprimé à la main. Elle savait que la matinée ne serait pas agréable. 4 personnes étaient assises en face d'elle, Jenna Clark, Kyle Evans, 3 Hammond et Donna Reyes. Chacun arborait un froncement de sourcils différent, un malaise différent. Quand Karen rompit le silence, Jenna prit la parole la première. « Je ne sais pas tout », dit-elle d'une voix à peine audible. Mais un soir, après que Megan et moi ayons fini de nettoyer la cuisine, Ricky l'a appelé dans le débarras. Il a crié, hurlé, vraiment. Quand Megan est revenue, elle avait les yeux rouges. Elle m'a murmuré, « Tu me voles mon titre, je te vole ta foutue gueule. » « Qui a dit ça ?» demanda Karen. « Ricky », répondit Jenna. Mais Megan avait trop peur pour le signaler. Elle avait 2 petits à la maison, si elle perdait son emploi, qui les nourrirait? Elle pensait probablement que personne ne la croirait et qu'elle ne voulait pas d'ennui. Karen hocha la tête, écrivant chaque mot. Que s'est-il passé après ça? Une semaine plus tard, c'est arrivé, a déclaré Jenna. Karen la remercia et appela Kyle Evans. Grand, cheveux noirs coupés courts, le regard incertain, Kyle s'assit, les doigts entrelacés. Je n'étais pas proche de Megan, commença-t-il, mais je me souviens d'une grosse dispute, une semaine avant sa disparition. Ricky n'était pas content que Megan soit nommée chef d'équipe, il avait l'impression qu'elle lui avait marché dessus. Il a explosé pendant le service. J'étais en train d'essuyer le comptoir et j'ai dû retourner en cuisine. J'avais peur. Karen pencha la tête. Tu te souviens exactement de ce qu'il a dit? Un truc du genre, si quelqu'un comme toi peut progresser, qu'est-ce que je suis censé faire? Se souvient Kyle. 3 l'a rappelé à l'ordre 3, les cuisiniers, la trentaine. C'était le seul à avoir eu le courage d'intervenir. Mais après ça, Megan n'a plus rien dit. Juste un silence silencieux, effrayant. Elle est arrivée au travail le lendemain comme si de rien n'était. Karen griffonna rapidement dans son carnet et posa d'autres questions sur ce service, l'heure de départ, tout ce qui était inhabituel. Kyle ne se souvenait plus de grand-chose. Je me souviens juste que Megan semblait fatiguée. Elle avait sorti son sac à main pour aller à la voiture très tôt, mais la voiture est restée au parking toute la nuit. Ensuite, c'était Donna Reyes, la femme de ménage. Elle avait la cinquantaine et parlait lentement. Je me souviens de Ricky, il était toujours excessif. Un jour, il a pris une serpillière et l'a lancée violemment contre l'étagère métallique du débarras, en criant quand il a entendu que Megan avait été choisie pour diriger l'équipe. J'étais dans la salle de repos et j'ai entendu la voix claire comme le jour. A-t-il déjà été violent, insista Karen. Je ne l'ai jamais vu frapper qui que ce soit, dit Donna, mais il y avait quelque chose d'anormal, comme s'il pouvait exploser à tout moment. Chaque fois que Megan entrait, c'était comme si l'air devenait plus froid. Karen resta assise en silence. Ce qu'elle entendait se reconstituait peu à peu en une carte de tension, des collisions mineures mais persistantes, et finalement, une rupture. Elle ouvrit les archives internes de McDonald's et trouva un courriel de Megan au directeur de la succursale, envoyé le 3 octobre. Je ne me sens pas en sécurité en travaillant avec Ricky Hale, responsable de l'équipe de nuit. J'ai constaté des signes de menaces personnelles et de comportements verbaux offensants.
Veuillez en prendre note et examiner la situation. Il n'y eut aucune réponse. La dernière ligne d'état indiquait « Lu ». Karen imprima le courriel et le versa au dossier d'épreuve. Elle expira, la poitrine lourde. Personne n'avait écouté Meghan à l'époque. Personne ne pensait que quelque chose de grave pouvait arriver. Et maintenant, il était trop tard. À la fin de la journée, elle vérifia le journal de bord du 7 octobre, il portait la signature de Sandra Long, indiquant que Ricky avait pointé à 20h45. Mais Jenna se souvenait que Ricky s'attardait au comptoir après 21h, Kyle confirma l'avoir vu prendre quelque chose dans le débarras. Donna jura avoir entendu la porte de derrière s'ouvrir vers 21h10. Des fragments de souvenirs s'assemblaient peu à peu. Karen ferma les yeux et imagina la scène, une femme que personne ne croyait, un homme blessé par la perte de son poste, une équipe divisée par le ressentiment et une nuit où personne ne regardait vraiment. La maison en bois était nichée au milieu des vieux pins, à l'extrémité du comté de l'Isle. Le vent du début de l'hiver sifflait à travers le toit en tôle rouillée. Une cheminée usée lançait encore un mince filet de fumée, signe que quelqu'un était à l'intérieur. Personne n'habitait à proximité, le voisin le plus proche, à près d'1,5 km, était Marcus Velasquez, dont le nom était presque effacé de tous les dossiers du personnel. Il vivait ici maintenant, ancien directeur de McDonald's au moment de la disparition de Meghan. Les inspecteurs Karen Bell et Thomas Dorsey se garèrent à environ 2 mètres du portail en bois affaissé. Il n'y avait pas de sonnette. Karen frappa 3 fois avec ses phalanges, sans réponse. Elle frappa à nouveau. Un faible bruit provenait de l'intérieur. « Je sais que vous êtes là, monsieur Velasquez. Je ne suis pas là pour vous accuser, je suis là à cause de Meghan. » Silence. Puis le loquet de la porte s'ouvrit avec un bruit sec. Marcus apparut, beaucoup plus âgé que sur la photo prise 3 ans plus tôt. Sa barbe était clairsemée, ses yeux enfoncés. Il les fixa un long moment, puis rentra dans la maison sans un mot. Karen et Thomas le suivirent. La maison était immobile comme une tombe. Sur la table se trouvait un journal plié, jauni par le temps. Karen fut la première à parler. « Je pense que vous savez pourquoi nous sommes ici. » Marcus s'assit sans leur proposer de siège. « Tu veux probablement savoir pourquoi je n'ai rien fait quand j'ai reçu la lettre accusant Ricky, dit-il. » Karen hocha la tête, Thomas resta debout, le poing serré. Marcus laissa échapper un long soupir. « Je l'ai lu le soir même, mais j'ai trouvé que Meghan exagérait. Il y a toujours des petites tensions dans les équipes, je pensais qu'elle s'en sortirait toute seule. » Karen ne dit rien. Marcus baissa la tête. « Je ne pensais pas que Ricky était capable d'éliminer quelqu'un, mais je savais qu'il pouvait faire disparaître quelqu'un pendant son service. » Les mots s'abattèrent sur la pièce comme un poids de plomb. Thomas se précipita en avant, manquant d'attraper Marcus par le col. « Espèce de salaud. Ma sœur est venue te demander de l'aide, et qu'as-tu fait? Tu l'as ignoré. » Karen intervint et posa une main sur Thomas pour le retenir. Elle se tourna vers Marcus. « Tu savais pour le rangement à l'arrière? » Marcus hocha la tête. « C'est vrai. Cette porte est toujours verrouillée, mais le 8 octobre, j'ai reçu un rapport concernant une odeur nauséabonde provenant du stockage. Je n'ai pas vérifié, j'ai juste signé pour la sceller. Ils ont dit que c'était un rat mort. » Karen sortit un carnet. « Quelqu'un n'est-il entré dans le garde-meuble ce jour-là? » Marcus détourna le regard. « Ouais. Ricky a dit qu'il devait aller chercher du matériel. Personne n'a vérifié, personne n'y a réfléchi à 2 fois. » Thomas lui tourna le dos, les yeux rouges. Karen nota tout. Marcus se leva, entra dans la cuisine et se servit un petit verre de vin. « Après ce jour-là, j'ai demandé un congé, a-t-il dit. Je ne supportais pas le regard de ces enfants quand leur mère ne rentrait pas. Je n'étais pas digne d'être managé. Je n'étais même pas digne d'être un homme. » Karen ferma son carnet. « Veux-tu signer une déclaration écrite confirmant ce que tu viens de dire? » Marcus hocha la tête, la voix brisée. Je suis resté silencieux, et c'est ce silence qui l'a anéanti. Le même après-midi, une vieille voiture argentée s'arrêta devant le commissariat de la Coude. 3 Hammond en sortit, casquette de baseball coiffée, le regard tendu. Il avait appris par une connaissance que l'affaire avait été rouverte. Sans attendre de convocation, il se présenta seul. « Je m'appelle 3 Hammond. J'étais cuisinier chez McDonald's. Je veux parler à la personne en charge de l'affaire Meghan. »
Karen sortit pour l'accueillir. Tandis qu'il s'asseyait, Troy parla rapidement, comme s'il craignait que quelque chose ne disparaisse s'il ne le disait pas assez vite. Je me souviens de cette nuit-là, Ricky n'est pas parti avec nous. Il a dit qu'il devait rester pour fermer les livres, mais personne ne l'a jamais vu faire quoi que ce soit. Quand je suis retourné chercher ma veste, j'ai vu la porte du débarras entr'ouverte et un faisceau de lampes torches à l'intérieur. Karen écoutait attentivement et inclinait la tête. « Pourquoi n'as-tu rien dit il y a 3 ans ?» Troy déglutit difficilement, sa voix baissant. « Parce que j'avais peur. » Le lendemain, quelqu'un a laissé une menace anonyme dans mon casier, au vestiaire du personnel, « Si tu parles, personne ne trouvera ton corps, tout comme cette fille. » Je ne pouvais rien dire. J'étais juste aide cuisinière en intérim, ma mère avait un problème cardiaque. Je ne pouvais pas me permettre de prendre le moindre risque. Il regarda Karen, avec le regard de quelqu'un qui sort d'un long et sombre confinement. Mais je ne peux plus me taire. Megan ne mérite pas d'être oubliée comme ça. La déclaration de Troy était le dernier élément confirmant que Ricky était revenu à la salle de stockage après les heures d'ouverture. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Ricky et il venaient de sortir d'un magasin d'alcool. Une bouteille de bourbon pendait à sa main, les yeux rivés sur son téléphone où un site d'information local titrait « La police confirme de nouvelles preuves dans l'affaire Megan Dorsey ». Il se figea. Sa prise sur la bouteille se resserra jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Son poignet droit ou celui avec la vieille cicatrice trembla légèrement. Ricky jeta le téléphone sur la banquette arrière de sa voiture. Son visage se figea, sa mâchoire se crispa. Il respirait rapidement et superficiellement, comme un homme pris au piège, et dans son regard, ce n'était pas seulement de la panique, il y avait autre chose. De la peur, ou de la rage? Il resta assis là, immobile, pendant un long moment. Puis le moteur rugit et il s'éloigna comme s'il fuyait quelque chose qui le rattrapait. C'était un soir de mi-octobre. L'air était vif et la petite cuisine de Thomas baignait dans une lumière chaude, chargée de légers parfums de poulet rôti et de biscuits frais. À table, Lila était absorbée par un dessin au pastel. Noah était assis à côté d'elle, silencieux, les yeux rivés à la vitre, attendant l'arrivée imminente de la voiture. Une voiture s'engagea dans l'allée. Jenna Clark en sortit, sa vieille veste en jean grinçant tandis qu'elle serrait la bandoulière de son sac à main. Elle avait hésité 3 jours durant depuis sa sortie du commissariat, mais ce soir-là, elle ne pouvait plus se taire. Thomas ouvrit la porte. La colère qu'il avait manifestée à la gare avait disparu, remplacée par la fatigue et la prudence. Jenna entra et s'affala dans le fauteuil, les poings toujours crispés. « Je ne peux plus garder ça pour moi », dit-elle d'une voix rauque. Karen n'était pas là au juste Thomas, les 2 enfants et une vérité qui attendait depuis 3 ans d'être révélée. Jenna prit une inspiration. Ce soir-là, je travaillais aussi de nuit. J'ai vu Megan entrer dans le débarras. Elle a dit qu'elle prenait des serviettes et des produits de nettoyage supplémentaires, mais elle n'est jamais revenue. La main de Thomas se serra sur la coudoir. Noah ne quitta pas la vitre du regard. Une dizaine de minutes plus tard, j'ai vu Ricky sortir par l'arrière. Il était trempé de sueur, les mains couvertes d'une substance sombre, comme de l'huile, ou pire. Je lui ai demandé ce qui s'était passé, et il m'a simplement répondu, « Il fait froid dans le débarras, ça sent mauvais. » Jenna marqua une pause, déglutissant difficilement. Puis j'ai entendu quelque chose de lourd tomber par terre. J'ai eu peur et je n'ai pas vérifié. Je savais que quelque chose clochait, mais je me suis dit que si je restais en dehors, tout irait bien. Elle baissa la tête. J'ai laissé Megan là-dedans. Je n'ai pas protégé mon amie. Elle tomba à genoux devant Noah et Thomas. Je suis désolé. Je suis tellement désolé d'être restée silencieuse. Noah ne répondit pas. Il se dirigea tranquillement vers sa chambre, laissant un dessin sur la table, une photo de sa mère debout devant un McDonald's, une main noire se levant du sol pour la tirer vers le bas. Thomas ne put retenir ses larmes. Le soir même, Thomas appela Karen. Le témoignage de Jenna fut la pièce maîtresse, un témoin qui avait entendu quelque chose tomber, qui décrivait le comportement étrange de Ricky, et même les traces d'ADN, la lettre anonyme, les images de vidéosurveillance. Je demande un mandat pour perquisitionner la maison et fouiller le local technique, dit Karen à son supérieur. À 22h12, le mandat était signé et la police mobilisée. De retour sur le site de l'ancien McDonald's, un ruban jaune délimitait à nouveau le périmètre. Les gyrophares de la police clignotaient en bleu et rouge au coin de la rue. Dans la zone de stockage technique,
L'équipe de police scientifique commença à creuser sous le plancher en bois affaissé. À 5h32 le lendemain matin, une voix retentit du trou, on l'a trouvé. Tout le monde se précipita. Au fond de la fosse gisait une petite silhouette, recroquevillée comme un enfant maigre, pâle, les yeux clos, la poitrine légèrement soulevée et retombée. Un médecin descendit précipitamment, elle est vivante. Megan Dorsey fut sortie sur un brancard souple, gravement déshydratée, les lèvres gercées, la respiration haletante. Karen marchait à ses côtés, les yeux rivés sur le visage de Megan. « Comment as-tu survécu là-bas pendant 3 ans ?» Les paupières de Megan battirent. « Quelqu'un m'a donné à boire et à manger, murmura-t-elle. Je n'ai jamais vu son visage, j'ai seulement entendu sa voix. » Transportée d'urgence à l'hôpital Lakewood Memorial, Megan fut placée en isolement, sous perfusion et oxygénothérapie. Thomas attendit dans le couloir toute la nuit, Noah à ses côtés, lui serrant le bras. 3 jours passèrent avant que Megan puisse s'asseoir et murmurer. Le 4e matin, Thomas amena Noah dans sa chambre. Le garçon tenait un dinosaure en peluche usée. Lorsque Megan vit son fils, une faible lueur s'alluma dans ses yeux. « Ça fait mal, maman ?» demanda doucement Noah. Megan hocha la tête. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Je suis désolé de ne pas être revenu. » Noah posa sa tête sur sa main. « Je te dessinais toutes les semaines, murmura-t-il. Je savais que tu ne me quitterais pas. » Thomas se détourna, les poings serrés. Megan leva une main fine pour caresser les cheveux de Noah. « Tu as tellement grandi, murmura-t-elle. Je t'aime. » Mère et fils se serraient l'un contre l'autre dans le silence de la chambre d'hôpital. Les médecins déclarèrent plus tard que c'était presque impossible, Megan n'était pas morte d'une infection ou d'une défaillance organique. Quelqu'un avait pris soin d'elle juste assez pour la maintenir en vie, mais pas assez pour la laisser s'échapper. Tandis que Megan suivait son traitement, Karen et son équipe se mirent à la recherche du mystérieux gardien. Ils épluchèrent les dossiers de McDonald's, réinterrogèrent les concierges, les électriciens et les entreprises de maintenance. Une commande récurrente d'eau en bouteille et de barres protéinées au payé en espèces et signée « Charlie Donne » était l'indice qu'ils cherchaient. Les caméras de sécurité de l'entrepôt montraient un homme de grande taille, vêtu d'une veste grise et d'une casquette de baseball, la main gauche inerte et bandée, reconnaissable entre mille. Grâce à cette piste, Karen remonta la piste de Charlie Donne jusqu'à Walter Jennings, un ancien technicien de maintenance de McDonald's qui avait démissionné la semaine suivant la disparition de Megan. Il vivait désormais dans un endroit reculé du Montana. Un après-midi, en fin d'après-midi, Karen arriva à la cabane de Walter, recouverte de mousse. La porte était déverrouillée, et à l'intérieur, un vieil homme à la barbe argentée coupait du pain rassis. « Je t'attendais » dit calmement Walter lorsque Karen se présenta. Elle alluma son magnétophone. « C'est toi qui as livré à manger à Megan Dorsey ?» Walter hocha la tête. « Ricky m'a demandé. Il a dit que quelqu'un était en pleine dépression et avait besoin d'un endroit où loger pendant quelques mois. J'avais une dette envers lui, alors j'ai accepté. Mais au bout de quelques semaines, j'ai douté de la véracité de cette histoire, personne ne reste volontairement dans une cave obscure aussi longtemps. J'ai essayé de lui laisser un mot, mais Ricky l'a découvert. » Les mains de Karen se crispèrent. « Pourquoi n'es-tu pas allé voir la police ?» Walter baissa les yeux. « J'étais faible. J'avais peur d'être mêlé à ça. Mais je l'ai gardé en vie. Chaque semaine, je lui glissais juste assez d'eau et de nourriture par la fente pour qu'elle ne meure pas. » Karen marqua une pause, la voix basse. « Lui as-tu déjà parlé ?»« Oui, mais seulement par cette minuscule fente. Elle n'a jamais su mon nom, elle m'appelait simplement « le livreur ». Un après-midi, sa petite voix tremblait lorsqu'elle a demandé « Est-ce que je vais mourir ici ?» Je suis resté figé. Je n'ai pas eu le courage de mentir. Karen quitta le Montana avec son témoignage rauque et les enregistrements vocaux d'un vieil appareil de surveillance. C'était tout ce dont nous avions besoin pour autoriser l'arrestation de Ricky Hale le lendemain matin. Lorsque Megan s'est finalement réveillée, elle a saisi la main de Noah et lui a décrit le rêve qui la hantait depuis 3 longues années. Karen se tenait près de la fenêtre de l'hôpital, regardant les rayons de soleil se déverser sur la surface du lac en fins rayons dorés. Dans cette lumière, elle comprit que la justice n'avait jamais dormi. Mais Megan avait un secret qu'elle n'avait pas partagé, elle voulait voir Ricky. Une semaine plus tard, dans le parloir froid et stérile de la prison du comté, elle était assise derrière une épaisse vitre. Le silence résonnait comme une machine cachée.
Elle décrocha le combiné et enroula ses doigts autour du fil, les yeux fixés sur la lourde porte métallique. Lorsqu'elle s'ouvrit, Ricky entra en traînant les pieds, les mains menottées, les épaules voûtées sous son uniforme gris. Son regard autrefois arrogant avait disparu, remplacé par un regret creux. Il ne la regarda pas, jusqu'à ce qu'elle prononce son nom, doux comme le premier souffle de l'hiver. Ricky. À cette seule syllabe, il releva la tête. Ses yeux, rougis par l'épuisement, croisèrent les siens. Ils restèrent assis dans un silence pesant, leurs mots s'éparpillant de part et d'autre de la vitre. Finalement, sa voix se brisa, « Je suis désolé. » Megan ne broncha pas. Elle ne se pencha pas en avant ni ne s'écarta. Elle soutint simplement son regard, les yeux fixes, sa tristesse immense mais inexprimée. « Avant, je pensais à te haïr, » dit-elle doucement. « Chaque jour, c'était ce qui me faisait respirer dans l'obscurité. Mais 3 ans d'obscurité, ça te change. » Son regard se posa sur ses genoux, puis revint. « Le pardon ne te concerne pas. Il est pour moi, pour que je puisse continuer à vivre. » Les lèvres de Ricky tremblaient. Ses épaules tremblaient, mais il n'y avait ni éclat, ni supplication, juste des larmes silencieuses et impuissantes. Il murmura, « Je ne le mérite pas. » Megan le regardait, le visage calme, mais serrant de plus en plus fort le téléphone. « Non, » dit-elle fermement, « tu ne le feras pas. » Mais là n'est pas la question. Elle raccrocha, se leva et s'éloigna. Derrière elle, Ricky restait immobile, les larmes coulant sur ses joues ou des larmes qui naissent lorsqu'on réalise qu'on a perdu quelque chose de façon irréparable. De retour dans sa chambre d'hôpital, Megan contemplait le coucher de soleil écarlate qui se répandait sur le lac comme du sang séché. À l'intérieur, il n'y avait ni paix, ni amertume, seulement un vide qui durait depuis des années. Puis, au premier matin du printemps, la lumière revint. Le ciel était d'un bleu si pur qu'il semblait tout neuf, et une légère brise apportait le doux parfum de la terre humide et des feuilles bourgeonnantes. Dans sa cuisine, Megan se tenait silencieuse. Elle portait un pull beige pâle, les manches retroussées jusqu'au coude, et tenait dans ses mains une tasse fumante de thé au gingembre, dont la chaleur herbacée lui inondait les doigts. Autour d'elle, la vie s'agitait, le crayon de lilas griffonnait en coloriant, la petite voiture de Noah vrombissait en cercles interminables sur le parquet usé. Le silence n'était plus pesant, il était doux, empreint d'espoir. 3 mois s'étaient écoulés depuis le sauvetage. Les cauchemars continuaient, un craquement de plancher, un aboiement lointain, suffisamment pour la redresser brusquement jusqu'à ce qu'elle aperçoive Noah endormi paisiblement de l'autre côté de la pièce. Thomas ne se montrait jamais indiscret. Chaque matin, avant le lever du soleil, il déposait une tasse de café frais à côté de son thé, toujours à sa droite. Nul besoin de mots, ce geste discret disait, « Tu as réussi. Tu es toujours là. » Ça suffit. Une semaine plus tard, Megan demanda la permission de rendre visite à la mère de Ricky, une femme âgée seule dans une maison de retraite de l'est de la ville. Dans sa chambre défraîchie, la vieille dame le fixait d'un regard embrumé jusqu'à murmurer, « Tu es la brune dont Ricky parle. » Megan lui prit la main. « Je ne suis pas là pour lui en vouloir. Je suis venu pour pardonner, non pas pour lui, mais pour moi. Je ne veux pas que mes enfants grandissent dans l'ombre de la haine. » Des larmes coulèrent et, dans cet air aseptisé, quelque chose se dégela, un pardon silencieux qui emporta 3 années d'obscurité. 2 semaines plus tard, une lettre officielle arrivait, le siège de McDonald's proposait à Megan un poste de manager dans une nouvelle succursale, promettant transparence, reconversion complète et supervision claire. Thomas se voyait proposer le poste de responsable technique, exactement le poste qu'il aurait souhaité occuper lorsque tout s'est effondré. Ils se tenaient ensemble dans leur cuisine, le réfrigérateur ronronnant. Megan sourit. « Est-ce que ça fait bizarre de retourner là où nous avons souffert ?» Thomas sirota son café et dit, « On ne reviendra pas. On reconstruit sur les ruines, plus fort. » Au début du festival annuel du printemps de Lakewood, le maire a invité Noah sur scène pour recevoir un certificat de bravoure honorifique. La foule a applaudi tandis que Megan serrait Lila contre elle. Noah s'est agrippé au podium. « Je n'ai pas été courageux, » a-t-il dit d'une voix ferme. « Je croyais juste que maman reviendrait. » Dans ce silence, le vent agitait les fleurs, rappelant à chacun que la foi peut être la force la plus féroce de toutes. Le matin de l'ouverture de la nouvelle succursale, Megan portait son uniforme de gérante et un badge brillant, Megan Dorsey, directrice du magasin. Thomas se tenait à ses côtés, vêtu de son gilet de sécurité, Lila s'agitait et Noah accrochait des panneaux de menu.
Meghan a demandé un dernier détail, le vieux panneau en bois, zone réservée au personnel. Attention. Je ne veux pas l'oublier, a-t-elle dit. Non pas parce que ça fait mal, mais parce que ça me rappelle que j'ai survécu. Cette nuit-là, Meghan était assise sur le porche, tenant un dessin que Noah avait fait, deux enfants tenant les mains de leur mère devant un McDonald's brillamment éclairé au pas d'ombre, pas de sang seulement de la lumière. Aucun miracle n'a sorti Meghan du gouffre. Il y avait la famille. Il y avait la confiance. Il y avait le pardon. La vie n'est pas redevenue ce qu'elle était, mais elle a continué, plus lumineuse, plus forte, parce qu'ils n'ont jamais abandonné l'un l'autre. Le plus effrayant n'est peut-être pas d'être laissé dans le noir, mais d'avoir l'impression que personne ne sait qu'on est parti. L'histoire de Meghan n'est pas seulement celle d'une survie miraculeuse, c'est une preuve de confiance, de compassion et de la force tranquille de gens ordinaires qui choisissent de se tenir debout quand le monde se détourne. Pardonner ne signifie pas oublier. C'est ainsi que ceux qui restent commencent à guérir. Et vous? Si vous étiez à la place de Meghan, seriez-vous capable de pardonner? Qu'est-ce qui aide à surmonter la douleur, la justice, la famille ou simplement le temps? Si cette histoire vous a touché, gardez-la précieusement pour vous rappeler, vivez, quoi qu'il arrive.